Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Comme on se retrouve, très heureux de vous revoir pour une nouvelle vidéo, la 5e de la semaine. Et après avoir fait donc hier le top 10 des gros coups du mercato de juillet, on analysait cette première partie des mercato avec les gros moves, les trucs un peu mainstream qui avaient coûté cher, qui avaient fait les titres. Aujourd'hui, c'est un peu le top 10 de hipster. On va dire au moins top 10 des mouvements un petit peu, des transferts un petit peu sous-cotés pour l'instant de cette intersaison. Je vous ai posé voilà, la question sur Twitter. Le transfert le plus sous-coté du mercato pour l'instant. J'ai eu plein de réponses très intéressantes. Et donc c'est un petit peu l'idée de la vidéo. C'est des noms connus pour la plupart. Mais voilà, qui vont faire un petit peu moins les titres. Enfin, je pense que ça s'explique assez bien. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Transfermarkt. J'ai filtré à partir d'une valeur de 2 millions. Donc quand même, c'est hipster, mais c'est pas non plus des joueurs qui passent du championnat biélorusse à la deuxième division brésilienne. Il faut qu'ils valent au moins 2 millions d'euros. Et c'est jusqu'à là, aujourd'hui, lors de l'enregistrement, à 15h51, le 2 août 2024. Tous ces transferts peuvent rentrer. Je suis même allé checker l'ami Fabrizio Romano pour voir les dernières infos qui sont même pas encore sur Transfermarkt. Donc c'est plutôt à jour. Et on est parti pour mon top 10. Le premier, alors lui c'est peut-être le plus hipster de tous. Il a été scouté en vacances par mes soins, pour ceux qui s'en souviennent, sur la chaîne il y a un an. J'étais parti à Stockholm avec les potes et on était allé voir un match de Hammarby. C'était un super match. Et il y avait un gars qui nous avait tapé dans l'œil parce qu'on l'avait regardé avant. On regardait un petit peu les vidéos de Hammarby sur la chaîne officielle et on était choqués. Il y avait un gars qui marquait toujours le même but, rentrer sur son pied droit depuis l'extérieur de la surface de réparation, faire sa spéciale enroulée. Et on s'est dit, ok, celui-là il est pas mal, celui-là il est intéressant. Le jour du match, il entre à 15 minutes de la fin, il a un ballon extérieur gauche de la surface de réparation, comme ça, il entre sur son pied droit, on hurle là dans les tribunes, la spéciale, et il la sort. Hammarby l'emporte 2-1, grâce à un but donc de Viktor Djukanovic, qui signe au Standard en prêt, et sa trajectoire depuis, nous quand on est allé voir ce match, donc c'était été 2023, il était là, il valait 1,2 million. Depuis, il a explosé, surtout eu égard du championnat suédois, 7 millions. Ça en faisait, avant son départ, le deuxième joueur le plus cher du championnat de Suède. Voilà, donc il rejoint à 20 ans le Standard en prêt, il y a une option d'achat, mais je trouve que pour un truc qui est pas très risqué pour le Standard, prendre un joueur, un attaquant comme ça de 20 ans, qui a une force très forte, je sais pas si c'est l'attaquant le plus complet, mais il a cet enroulé là, depuis l'aile gauche, il a un bon pied droit, il a déjà des caps internationales avec le Monténégro. Typiquement, la Belgique, c'est le championnat parfait, la Jupiler League, championnat parfait pour exploser et se révéler aux yeux de peut-être un club du top 5, top 6, top 7 championnat. Donc voilà, je dis pas que ça va marcher, mais ça pourrait, et il poursuit son ascension, et c'est une légende de la chaîne, donc forcément, pour inaugurer ce top 10 des transferts, peut-être qui sont passés un peu sous les radars, mais que je trouve intéressant, Viktor Djukanovic, nouveau joueur du Standard. À la 9ème place, un ami pour Balerdi. Après, le classement, il vaut ce qu'il vaut. C'est pas très important. Mais dans ce top 10, je mets, c'est sûr, le nouvel ami de Léo Balerdi, c'est Lilian Brassier, qui a été une des premières prises du mercato estival pour ce nouvel Olympique de Marseille, qui fait un gros boulot. Hein. Franchement, sur le mercato, il y a un deuxième joueur de Marseille dans le top 10. J'aurais pu même en mettre 3, je pense. Et ce qu'ils font dans le sens des arrivées, mais aussi dans le sens des départs, ils renouvellent totalement l'équipe avec les départs d'Aubameyang, mais aussi de Ndiaye, d'Ismail Assar, Vitinha, Jonathan Klaus. Ce nouvel OM de De Zerbi, elle est passionnant, et bien sûr, on va faire une vidéo sur ça. Mais ouais, je trouve que Lilian Brassier, c'est un prêt avec option d'achat 12 millions d'euros pour un gars qui était excellent à Brest la saison passée et qui est donc un défenseur central gaucher de 24 ans. Je trouve que c'est vraiment pas cher payé pour un gars qui en plus est très acclimaté à la Ligue 1. Bah voilà, fait une saison de niveau, un club qui va en Champions. Donc ouais, très bonne prise qui a été ficelée très tôt dans le mercato. C'est super intelligent. Et je trouve que c'est un club là qui est vraiment en train de se renforcer très intelligemment, de manière très pertinente. Alors oui, Brassier, c'était cette intervention-là sur Kylian Mbappé, mais au-delà de ça, juste un très bon défenseur qui connaît bien la Ligue 1. Pour faire ta paire avec Balerdi
et juste renforcer l'axe défensif marseillais, qui je sais pas s'il va y avoir du mouvement cet été, mais au moins avec ces deux-là, c'est déjà pas mal. Attention, Lilian Brassier, à l'image de cette intervention musclée, c'est quand même 13 cartons jaunes la saison passée, toutes compétitions confondues, 9 et 2 x 2 qui ont donné lieu à des cartons rouges, donc 9 plus 4 en gros, 13. Il y a beaucoup d'engagement, et est-ce qu'il sera à la hauteur du fameux contexte marseillais, la pression, c'est très différent de Brest. Mais à bas coût, je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant qui a été fait par Marseille. Et c'est pas le seul joueur de l'OM, on va en reparler très très vite. 8ème place, Monaco aussi. Franchement, Monaco, ce qu'ils sont en train de faire. Je vais parler là tout de suite de Lamine Camara, mais il y en a un deuxième qu'on a, pour tricher, qu'on a intégré dans cette partie. Lamine Camara, un autre transfert comme Brassier de Ligue 1 à Ligue 1, qui passe donc de Metz à Monaco, qui a été payé 15 millions pour un gars qui a prouvé déjà, je trouve, à la CAN par exemple, où il était un des meilleurs joueurs de la compète avant l'élimination un peu prématurée du Sénégal, mais qui a déjà 23 caps à l'âge de 20 ans, qui avait planté ce doublé contre la Gambie. Pas de Nil El Ainaoui, donc du RC Lens pour Monaco, et la visite médicale a capoté, mais un milieu central de 20 ans qui vient mettre encore un petit peu plus de jeunesse dans l'effectif monégasque, qui prend vraiment cette direction. Et mon deuxième, donc je triche, mais c'est Georges Ilenikena, un franco-nigérian de 17 ans, et bon, il va avoir 18 dans quelques jours, un avant-centre de profondeur gaucher qui a été acheté 17 millions. Donc Monaco mise vraiment sur lui, mais il faut dire, de tout ce qu'on a vu à Antwerp, où il n'était pas titulaire indiscutable, mais il a quand même planté sa dizaine de buts la saison passée, toutes compétitions confondues. Il a marqué contre le Barça le but vainqueur en Ligue des Champions la troisième journée. Ouais, c'est un profil hyper intéressant. Il a marqué en prépa l'autre jour en plus et il attaque assez fort. Et Monaco, qui a perdu Ben Yedder et qui a désormais Mbolo, qui a régulièrement quand même des soucis de blessure, même si sur le papier j'aime beaucoup le joueur, notamment avec la Natis qu'on a vu. Mais voilà, il y a Balogun, ça n'a pas trop marché à Monaco pour l'instant. Myron Boadou, c'est pire que tout, qui revient donc de près. Je pense on va essayer de lui trouver une porte de sortie. Mais ouais, Ilenikena, même à 17 ans, il y a un vrai coup à jouer pour lui. Et l'ASM cherche son gros buteur. Et continue de renforcer et de rajeunir son effectif. Parce qu'avec Akliouche, avec Ben Seguir, 22 ans et 19 ans respectivement, le petit Félix Le Maréchal, que je connais pas, mais donc qui vient du Cercle, le club qui appartient aussi à l'entité de Monaco, qui a 20 ans. Est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va être reprêté? Mais il y a plein de petits jeunes aussi. Où est-ce qu'il est? Kassoum Ouattara là, en tant que latéral, 19 ans. Même Singo, c'est que 23 ans entre guillemets. Donc ouais, franchement, c'est intéressant ce qui se passe à Monaco aussi. Et les prises donc de Ilenikena et de Lamine Camara, c'est pas mal. 7ème position, attention à la Roma. À la Roma aussi, il est en train de se passer des trucs pas mal. Mathias Soulé, dont on parlait en janvier, qui a été acheté, pour le coup, c'est, je crois, le transfert, ou le deuxième transfert peut-être, top 3, des transferts les plus chers de ce top 10, parce qu'il a quand même été pris 25 millions à la Juve. À la Juve où il a quasiment pas joué, en tout cas la saison dernière, il a été prêté à Frosinone. Et sa première partie de saison était vraiment top. Ça a un peu plafonné depuis, mais c'est un gars dont on parlait parmi nos joueurs à suivre en 2024. Un dribbleur, mais aussi passeur, petit ailier de poche argentin, du haut de, ouais, même pas si petit que ça, 1m82. Mais ouais, très technique, très soyeux, et avec aussi pas mal d'énergie à la pression. La Roma est en train de se faire une équipe sympa, ou en tout cas, avec Enzo Lefebvre, relancer Angelino peut-être, et j'ai vu que Dovbyk était très proche d'arriver et de signer. C'est ce qui se passe là-bas, dans cette Roma de De Rossi. C'est à suivre. La Serie A, il se passe beaucoup de choses sympas, je trouve, sur ce mercato. Donc voilà, pour un Mathias Soulé que j'aime bien sur le papier et qui qui va vivre quelque chose de, ouais, un palier supplémentaire dans sa carrière, passer de Frosinone à la pression aussi de la Roma. Je trouve que ça mérite la distinction. À la 6ème place, le chouchou de Roberto De Zerbi, parce que c'est un autre transfert marseillais et c'est un qu'il a voulu explicitement et qui je trouve une superbe pioche, Ismaël Koné, qu'on avait vu notamment avec le Canada
contre l'équipe de France sur les matchs de préparation, mais qui derrière a enchaîné avec une très très belle, voilà, vous vous souvenez, il avait fait cette petite masterclass au milieu et avait vraiment récolté beaucoup d'éloges. Il avait enchaîné derrière avec il a enchaîné avec une belle Copa América avec le Canada, avait marqué ce but là dans le match contre la 3e place face à l'Uruguay. Et ouais, juste en général, un petit gars de 60 matchs en championship avec Watford, 22 ans, 1m88, milieu central très très dynamique, qui peut faire beaucoup de choses, qui a de la qualité technique, aussi de projection, qualité athlétique. Apparemment, c'était une grosse envie de Roberto De Zerbi. Il en parle, connaît dans son interview là d'arriver à l'OM, hâte de travailler avec le coach. Il y a vraiment un feeling qui est passé entre les deux. Et quand je vois le milieu marseillais avec un Rongier par exemple qui avait cette fracture de la rotule en novembre dernier, qui a toujours pas rejoué depuis, et les nouvelles sont pas forcément hyper rassurantes, j'ai l'impression que ça aussi entre il va revenir mais finalement il revient pas si vite. Ouais, il y a quelque chose à faire au milieu pour Marseille, et Ismaël Koné qui a été pris donc pour honnêtement la petite somme de 12 millions, ce qui est le même montant que l'option d'achat de Brassier. Ça a été fait très très vite, mais si tu dis à la fin t'as fait les deux pour même pas 25 millions, il n'y a aucune garantie en foot, mais c'est pas mal du tout. Je pense que Marseille se renforce bien, fait du très bon taf sur ce mercato, et Ismaël Koné c'est totalement là-dedans. La deuxième partie de notre classement, bah après, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de les mettre de 10 à 1, mais celui-ci, un Toulousain en Ligue des Champions, ouais, il y en aura un la saison prochaine, parce que, en tout cas, disons par procuration, parce que Thijs Dallinga, qui a signé pour 15 millions à Bologne, je trouve que c'est une très belle prise, dont on parle pas beaucoup, parce que voilà, il quitte notre championnat et il rejoint un FC Bologne sans Thiago Motta, qui est à la Juve maintenant. Mais un gars qui a fait une saison à 14 buts en Ligue 1 dans un club de seconde partie de tableau, qui en a planté 4 ou 5 en Europa League, dont 2 contre Liverpool, si je me souviens bien, un à l'aller, un au retour, qui avait marqué un doublé en finale de Coupe de France contre Nantes, enfin, un joueur important de Toulouse, un attaquant qui a déjà une cape avec les Pays-Bas. Ouais, c'est un profil très très intéressant, et maintenant le voir jouer à Bologne en Serie A, en Champions, s'il réussit à relever ce défi-là, ça peut être un des attaquants vraiment en vue du foot européen. Donc à voir, la marche elle est quand même assez haute, et dans un Bologne qui est en recomposition, mais pour remplacer donc Cirkzee, un néerlandais en cacher un autre, je trouve, ouais, c'est pas mal. 4ème place, Dortmund s'active. Franchement, eux, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Dans ma draft Première Ligue de la saison passée, si vous vous souvenez, j'avais mis Pascal Gross. Parce que je trouve que c'est un peu le joueur sous-coté par excellence. Il était le fidèle lieutenant de Brighton depuis, quasiment, je crois 7 ans, depuis qu'il était arrivé en 2017, un peu moins d'une décennie. Il a été tellement important pour eux. C'est 228 matchs de Première Ligue pour un club qui n'est pas habitué à la Première Ligue. C'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de Brighton. Je crois d'ailleurs qu'il a marqué le premier but de leur histoire en PL, si je me souviens bien. C'est, je crois, le meilleur passeur décisif de leur histoire aussi, 45 passes D. Le meilleur pré-passeur décisif, la hockey assist. Et ouais, il avait fait un 10-10, je me souviens, un 10 buts, 10 passes D en 2022-2023. C'est un joueur tellement important pour Brighton qui a été pris donc par Dortmund pour à peine, 7 millions d'euros. Et alors il était un petit peu plus en vue récemment, bien sûr, en jouant avec l'Allemagne. Mais ouais, c'est un gars qui, ouais, quasiment une dizaine de sélections pour lui. Mais typiquement le genre de gars qui arrive un peu sur la pointe des pieds, mais maintenant de retour chez lui, en Allemagne, en Bundesliga. Pour renforcer ton milieu de terrain, tu peux faire pire que Pascal Gross, qui va apporter beaucoup d'expérience et juste énormément de qualité, de projection aussi, un milieu central qui peut faire vraiment beaucoup de choses, 6-8-10 un peu. Donc j'aime beaucoup, en sachant que Dortmund non seulement a fait Pascal Gross, non seulement a fait Serhou Guirassy pour pas très cher, 18 millions pour un gars qui en vaut une quarantaine sur Transfermarkt. Après ça, je trouve que c'est le bon montant pour un attaquant qui a une petite blessure là, mais peut-être rien de sérieux, et qui a 28 ans, qui a fait une grosse saison. Je trouve que c'est le bon prix. À ce prix-là, ça me va. Sinon, j'étais un peu moins convaincu. Mais pour ce Dortmund de Nouri Sahin qui tourne une page aussi, sans Reus, sans Hummels, mais désormais avec Gross, avec Valdemar Anton, qu'on aurait pu mettre dans cette liste. Et aussi, c'est pas encore officiel sur Transfermarkt,
Mais Fabrizio Romano a donné le Here We Go pour Yann Couto, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours. Vous savez que j'aime beaucoup ce joueur. À Girona, on a fait aussi un truc en début 2024 et il apportait énormément. Donc ouais, c'est cher, 25 millions, ils mettent le gros chèque. Pour un poste où en plus je trouve Ryerson c'était relativement intéressant. Mais Ryerson peut jouer aussi à gauche. Donc Dortmund se renforce aussi sur ses côtés. Et Yann Couto, Gross, les autres dont on a parlé, il commence à y avoir une saison intéressante qui se profile en Bundesliga, je trouve. Parce qu'on va parler de Leverkusen, il y a le Bayern, on en a parlé hier, et Leipzig, et quelques autres. Donc ouais, c'est pas mal en Allemagne. Mais donc voilà pour notre quatrième, et maintenant on monte sur le podium, où il y a vraiment 3 très très gros joueurs, je trouve, et typiquement sous-côté. Le premier, le gros coup de Brighton, c'est un autre néerlandais, beaucoup de néerlandais dans cette vidéo, Mats Wiefer, pour 30 millions. Un gars qui a explosé au Feyenoord depuis 2 ans, qui fait partie des meilleurs joueurs du championnat néerlandais, meilleur joueur des Eredivisie depuis 2 saisons, et qui a un vrai patron, serait allé à l'Euro et peut-être titulaire s'il s'était pas blessé à la fin de saison. Il a quasiment une dizaine de caps, et en plus avec Frenkie qui pouvait pas le faire, franchement, aux côtés de Reinders, il aurait 100% pu y être. C'est le deuxième joueur sur les classements, il ressort énormément en Eredivisie. Mais ouais, à Brighton, dans un Brighton en plus qui prend une direction intéressante maintenant, sans De Zerbi, tu peux te dire ok, qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est le Brighton de Fabian Hürzeler qui a 31 ans, un coach allemand qui est arrivé donc néo-Texas, qui est l'ancien entraîneur de St. Pauli, qui a coaché l'Allemagne U20, U18 en tant qu'entraîneur assistant, et qui arrive maintenant, et à 31 ans, ça doit être le coach le plus jeune de Première Ligue. Très intéressant de voir ce qu'il va faire de Brighton, un Brighton qui a encore tellement de talent. Je ne sais pas si Bonanote va exploser à un moment, mais voilà, Sarmiento, je me souviens, je l'avais dans une partie de Football Manager. Maintenant, il a déjà 22 ans, entre guillemets, dans un secteur offensif où ouais, ils ont fait Yankuba Minte, il y a toujours Mitoma, bien sûr, il y a Ivan Ferguson qui avait eu sa blessure, donc à voir comment il revient. Il y a tellement de talent à Brighton. Et hâte de voir ce que Hürzeler fait de cette équipe. Mais l'arrivée de Mats Wiefer au milieu de terrain pour remplacer donc Pascal Gross, c'est, je pense, vraiment pas mal. Voilà pour Wiefer. La deuxième place, Xabi et ses milieux. Une histoire d'amour entre Xabi Alonso et le poste de milieu central qui est vraiment aussi dans la dynamique Guardiola. S'il pouvait jouer avec 11 milieux de terrain, il le ferait. Et là, je trouve qu'ils ont fait un très beau coup dont j'ai entendu quasiment personne parler. Mais Alex Garcia, prendre le capitaine de Girona pour 18 millions. Alors ok, il a déjà 27 ans, mais Alex Garcia, la saison dernière, c'était un sacré joueur. Il avait fait tous les matchs, quasiment 37 sur 38, quasiment 90 minutes à chaque fois. Vous voyez, captain, il en avait raté un pour suspension carton rouge. Il était dans la pré-liste de De La Fuente pour faire l'Euro, il avait même été titulaire contre Andorre en juin, et c'est juste un super milieu de terrain qui sait tout faire. Dans les classements avancés de Liga de saison dernière, il est top 10 en passes clés, il est top 2 juste derrière Kroos sur le nombre de passes dans le dernier tiers, il est top 2 en passes progressives, tire bien les coups de pied arrêtés aussi, 3ème en corner, en centre premier, donc j'imagine ça vient aussi des coups francs excentrés, 5ème en action menant un tir, 4ème en action menant un but, mais aussi top 10 dans les balles contrées, donc aussi de l'activité défensive. Ouais, Alex Garcia, le vrai métronome d'une équipe qui marchait super bien collectivement, et généralement je me méfie des joueurs comme ça, qui sortent du meilleur Ajax, de la meilleure Atalanta, du meilleur Leipzig des années précédentes, et tu dis ok, mais qu'est-ce que ça va donner dans un autre système? Mais quand ils intègrent un autre système qui marche super bien, qui est super bien huilé, je me fais pas trop de soucis. Et je pense à Alex Garcia, je sais pas s'il sera titulaire, parce que Leverkusen est bien doté, mais ils sont en train de se faire un sacré milieu de terrain. Avec Xhaka, avec Andrich, avec Palacios, et maintenant avec Alex Garcia. Généralement, ils en utilisaient que 2 en plus dans leur 3-4-2-1. Franchement, c'est un très beau quatuor pour aller jouer la Champions de la saison passée et pour défendre leur titre. Donc je trouve Leverkusen, franchement, en sous-marin comme ça, a fait une vraie belle acquisition. Et ils ont fait monter aussi en pro apparemment le petit Matija Marsenic, monténégrin de 19 ans, un autre milieu central, à voir ce que ça va donner. Ils gardent bien sûr Wirtz, ils gardent tout le monde. Ils ont fait Martin Terrier aussi sur le poste offensif, peut-être
pour suppléer de temps en temps un Jonas Hoffmann qui commence à avoir 32 ans, ou alors même pour mettre en pointe. Intéressant, très très intéressant ce qui est en train de se passer à Leverkusen. Et Alex Garcia, je trouve, c'en est une superbe illustration d'un nom un peu moins rutilant que d'autres, mais l'Espagnol sous les ordres de Xabi Alonso pourrait détonner. Et enfin, la première place, West Ham, emoji flamme, parce que je vais parler d'un mec, Crescencio Summerville, mais il y en a d'autres. Lui, on en avait... Alors, c'est pas encore officiel, mais Fabrizio Romano a donné le Here We Go. Et Leeds est d'accord, donc ce sera à peu près 30 millions d'euros, 25 millions de livres. On en avait parlé dans les joueurs à suivre, parce qu'on avait parlé d'Archie Gray côté Leeds, et du coup on parlait aussi de Summerville. On disait qu'il allait faire la première ligue la saison prochaine, qu'il serait en première ligue saison d'après, peut-être par l'intermédiaire de Leeds, qui était proche de monter, et la réalité ils ont été très très proches de monter, ils ont perdu la finale de play-off à Wembley contre Southampton malheureusement, mais on disait soit ça, soit un transfert, et c'est le transfert qui s'est concrétisé. Pour Summerville qui a fait une saison de Championship à 19 buts, 9 passes D, le 21-10, donc toute compétition confondue en quasiment 4000 minutes de temps de jeu. C'est son rapport avancé sur FBRF. Ouais, c'est costaud. Et je pense que pour West Ham, passer en tant qu'ailier gauche de Maxwell Cornet à lui, c'est sympa. Mais juste en général, j'ai envie de parler de West Ham, qui je pense va garder Kudus. Enfin, en fait, je sais pas, mais s'il réussit à le garder, ok. Si Paqueta peut continuer à jouer du football, ça je sais pas si ça va, je sais pas ce que ça va donner son histoire. Mais bon, il y a aussi du talent là. Et c'est juste ce qu'ils sont en train de faire sur le recrutement. Avec Lopetegui comme entraîneur, beaucoup mieux pour moi que David Moyes, qui franchement j'étais pas du tout convaincu collectivement par le West Ham de la saison passée. Bon, à la fin ils finissent quand même première partie de tableau. J'avais dit quand ils étaient en train de chauffer, qu'ils seraient même en dessous je crois du top 10. Ils finissent 9ème si je me souviens bien. Mais pas convaincu par le style Moyes vu le talent qu'il y a. Maintenant, avec Lopetegui, je pense qu'il peut vraiment se passer quelque chose d'intéressant. Et le recrutement qu'ils sont en train de faire, je connais pas Luis Guilherme de Palmeiras, qui a signé pour 23 millions. Mais donc un petit ailier brésilien de 18 ans aussi, ailier droit pour compléter Crescencio Summerville, ailier gauche. Ce staff technique avec Mark Noble, qui est le directeur sportif, la légende de West Ham, je savais même pas qu'il était devenu directeur sportif. Je crois que c'est arrivé il y a 1 an et demi. Et Tim Steiten, l'allemand de 45 ans, qui a été le coordinateur sportif et directeur du recrutement du Bayer Leverkusen, donc du bon travail fait sur les 3-4 dernières années, qui a signé l'année dernière en tant que directeur technique de West Ham. Et là, on commence de plus en plus à voir sa patte, avec des acquisitions comme Luis Guilherme, comme Summerville, qui font vraiment, je trouve, de West Ham un club à suivre. Et sur les dernières années, je n'étais pas particulièrement convaincu. Mais là, ouais, si demain je fais la vidéo 10 équipes à suivre en 2024-2025, il y a clairement West Ham. Donc intéressant de voir ce qui va se produire du côté des Hammers. Voilà pour mon top 10, j'ai quand même une petite liste complémentaire pour vous. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Pas Mark Noble. Dean Huijsen, un autre néerlandais, en tout cas né à Amsterdam, espagnol aussi, qui joue avec l'Espagne U21, 1m97, défenseur central de 19 ans, qui était sur les tablettes de pas mal de clubs, ça parlait de lui au PSG à un moment. Finalement, il a signé à Bournemouth, donc on verra en première ligue ce que ça donnera. C'est à suivre, on va dire. J'ai mis Timmy Maxelsnik, c'est pareil, c'est pas le transfert qui va faire le plus de bruit du mercato. Timmy Maxelsnik qui signe du NK Olympia en Slovénie, à Ljubljana, j'imagine, à l'Étoile Rouge de Belgrade pour 1,5 million. Mais il nous a fait tellement kiffer à l'Euro. Et ouais, il a que 26 ans, mine de rien. L'Étoile Rouge, il me semble, est encore en lice sur les barrages de Champions. Il me semble. À moins qu'ils aient perdu leur deuxième tour préliminaire. Mais à voir, peut-être il y a un monde où ils jouent la Champions. Et je trouvais ça marrant. Brian Hill, qui a jamais percé donc à Tottenham et qui est prêté à Girona dans un collectif de Mitchell qui marche bien. C'est peut-être une opportunité sympa pour un gars qui a que 23 ans, bon, qui est en déclin maintenant depuis un petit moment. Mais ouais, c'est pas le Brian Hill que Tottenham a acheté à l'époque en 2021. Mais peut-être une opportunité de rebond. Donc ça aussi, on n'en parle pas trop, mais à voir. J'ai Donny van de Beek, exactement la même idée. Lui aussi va à Girona. Et alors lui aussi, quand on parle de déclin, ok. Mais il a été acheté 500K. Un demi-million par Girona, donc très très peu de risques pris. À voir si c'est encore un joueur de foot. En plus, je vois qu'il est blessé, mais à suivre, on va dire. Pourquoi pas. Sur la liste complémentaire, Thiago Almada aussi.
que mon Noël va recevoir dans 6 mois et qui en attendant joue à Botafogo. Ça, c'est un des joueurs les plus valuables du championnat brésilien. C'était peut-être le joueur ou le deuxième joueur le plus valuable de MLS. Ouais, ça m'excite pas mal, mais on verra ça donc en janvier pour nous. Et j'en ai 3 autres. Philippe Jurgensen, le nouveau gardien de Chelsea, qui était très bon à Villarreal. Jadon Philogene, qui rivalise avec Crescenzo Somerville sur les noms les plus stylés. Et super petit ailier qui a fait une belle saison à Hull, qui a 22 ans, donc va jouer en PL. Ok. Et Marc Gouillou, qui fait une belle pré-saison avec Chelsea. Et il y a peut-être une place d'avant-centre à prendre à Chelsea si Nico Jackson continue d'être aussi fébrile devant les cages. Manquer de réalisme. Ce qui montre en pré-saison pour l'instant dans une pression qui n'est pas très réussie pour le Chelsea de Maresca. Même s'ils ont gagné l'autre jour, il me semble. Mais il y avait cette grosse défaite contre le Celtic notamment. C'est à suivre. C'est pas forcément un gros coup, mais comme il a été pris seulement 6 millions, c'est à suivre. Et il y a peut-être une petite place à prendre dans ce Chelsea qui comme d'habitude, déborde de jeunes pousses, mais on ne sait pas exactement à qui seront donnés les rôles. Il a que 18 ans, c'est un 2006. Ouais, intéressant. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ce petit top 10 un peu plus hipster vous aura plu. Est-ce que vous avez vous aussi des noms, j'imagine? Mettez-les moi en commentaire. Et je ne sais pas si on se retrouve demain pour une vidéo. On fait peut-être une petite entorse à notre règlement de la vidéo quotidienne. Peut-être si l'équipe de France fait un match très très intéressant contre l'Argentine ce soir, que je vais pas pouvoir voir en direct, mais peut-être je peux le voir demain matin, samedi matin, et faire la vidéo. En même temps, maintenant que l'Euro est passé, j'ai envie aussi de me ménager avant le début de la saison, donc je sais pas si j'ai trop envie de travailler le samedi matin. Mais on verra, si le match est top, il y a moyen qu'on craque. Mais pour l'instant, c'est à ça que le programme ressemble, avec je pense quand même dimanche matin, l'analyse du Classico. Ça, on se réveillera pour ça. Et voilà. Prenez soin de vous, passez une très bonne soirée et un excellent week-end qui démarre. On se dit à bientôt. Bisous.